Alors que Noël approche, ainsi que la fin d'année, l'heure est souvent, évidemment, à cette circonstance, à la générosité familiale, qu'il s'agisse d'offrir un cadeau marquant ou d'initier, pourquoi pas, une transmission familiale. Noël, la fin d'année, les fêtes, le réveillon, c'est l'occasion de gratifier ses enfants, pourquoi pas, ses petits-enfants. Mais offrir, vous allez voir, ne se limite pas à un geste spontané, bien pensé, ce moment qui est un moment de partage, peut devenir aussi une occasion d'optimiser, le mot est important, ses choix fiscaux et juridiques. Alors, ça qu'on peut s'y perdre entre le présent d'usage, le don manuel ou des dispositifs qui sont plus élaborés, comme le prêt d'un bien immobilier, les options, on le sait, ne manquent pas. Maintenant, chaque geste doit s'accompagner de règles précises et parfois il y a des pièges qu'il vaut mieux anticiper pour éviter toute déconvenue, notamment fiscale et pourquoi pas d'ailleurs aussi familiale. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Maître Jérôme Barré, avocat au sein du cabinet Yards. Déjà, il faut nous rappeler ce qu'est un présent d'usage. Le fameux présent d'usage. Le fameux présent d'usage, c'est un cadeau qui est réalisé à l'occasion d'un événement particulier, un moment marquant dans le cadre des usages sociaux courants. Donc pour être qualifié de présent d'usage, il faut deux conditions essentielles qui doivent être remplies. Le cadeau doit correspondre à un moment particulier, une occasion spéciale, vous l'avez évoqué, Noël, une fête religieuse, un anniversaire, la réussite dans un examen, une naissance, que sais-je. Au décès, c'est plus facile, en général, on ne vous gratifie pas, donc c'est du temps de votre vivant que vous recevez quelque chose. Ou encore des étrennes. Et ensuite, la valeur de ce cadeau, elle ne doit pas être excessive, elle doit être bien contenue pour que justement on ne la confonde pas avec un don. Bon, quel type de cadeau on peut considérer que c'est un présent d'usage? Il y a toutes sortes de choses, c'est un large éventail, ça peut aller du plus simple au plus, je dirais, au plus fabuleux. Ça peut être une somme d'argent, ça peut être un bijou, une montre, une œuvre d'art. Voire même des actions de société. La jurisprudence, elle ne limite pas la nature des biens. En revanche, elle limite de façon assez stricte, bien que tout ça est un cas particulier, la quantité de dons, si je puis dire, environ 2% du patrimoine de l'intéressé ou 2,5% de la valeur de son revenu annuel. Donc chaque situation, je le précise, est bien unique et chaque fois doit être regardée avec mesure. Quels sont les avantages fiscaux de ce dispositif présent d'usage? Eh bien justement, le présent d'usage, il ne rentre pas du tout dans les donations. Il est totalement exonéré de fiscalité, à condition justement de respecter les conditions qu'on évoquait tout à l'heure, notamment sur la question de la proportionnalité. Pas de déclaration, ça ne vient pas grever, vous savez, les 100 000 euros que l'on a tous les 10 ans, tous les 15 ans, ou les 31 000 et quelques que l'on a aussi tous les 15 ans. C'est donc une solution intéressante pour faire plaisir à ses enfants ou ses petits-enfants de manière discrète et comment dire, raisonnée. Bon, quelles précautions on prend pour éviter une potentielle requalification de la part de l'administration fiscale? Alors, on l'a dit tout à l'heure, il faut que ce soit proportionné à la fortune ou au revenu de l'intéressé. Donc, évidemment, si vous gagnez 100 000 euros par an et que vous décidez de donner entre 500 et 1 000 euros, je pense que c'est raisonnable. Ça veut dire que c'est aussi sur toute l'année. En revanche, si vous voulez donner 10 000 euros, c'est un don. On voit bien que c'est quelque chose qui correspond à un morceau de votre capital qui va être donné, à celui que vous voulez gratifier. Ensuite, il est toujours judicieux de documenter son don et son attention. Donc, un petit courrier, mon cher neveu, ma chère fille, mon cher fils, c'est un cadeau de Noël. Sur le virement, si on fait un virement de somme d'argent, même chose, cadeau pour Noël ou cadeau pour telle fête religieuse, le cas échéant. Donc, ça, c'est le point matériel. Sur le point plus social ou plus familial, il est important de respecter une certaine égalité entre les enfants. Si vous donnez toujours les beaux plateaux en argent à l'un et évidemment tous les crayons de papier pourris ou de couleur ou les vieilles trucs, ça ne va pas bien marcher. Donc l'idée, c'est à la fois de se dire qu'on utilise sa ration pour l'année, on est très prudent, et on respecte quand même une certaine égalité entre les héritiers, entre les enfants, ou les personnes que vous voulez gratifier, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des membres de votre famille. Et si le cadeau est considéré justement comme disproportionné par le fisc, il se passe quoi? Eh bien à ce moment-là, on va considérer que vous avez voulu faire passer ça pour un présent d'usage, mais qu'en réalité c'est une donation. Et donc c'est ce qu'on appelle une donation déguisée. Donc le cadeau il va être soumis au droit de donation, après abattement, le cas échéant des abattements qui auront été non consommés. S'ils ont déjà été consommés, il n'y aura plus d'abattement. Donc entre parents et enfants, entre parents et
et petits-enfants, grands-parents et petits-enfants. Donc si un donateur a un patrimoine modeste, et comme on l'a vu tout à l'heure, et qui va donner à ses proches sans raison apparente, eh bien, hors des proportions citées, l'administration, si je puis dire, va lui tomber dessus. Donc c'est assorti des droits de donation correspondants, ça veut dire qu'on ne peut pas anticiper soi-même les droits qu'on donnerait, l'administration va les voir après, et on va donc entamer immédiatement, si ça n'a pas été fait, les tranches les plus basses de la donation. Donc de la même manière, si on transfère un pourcentage substantiel des actifs, en seulement quelques années, c'est ce qu'on va aussi regarder la progression, bah, l'administration, non pas va se mettre en pétard, mais elle va vous redresser. Est-ce qu'il faut craindre que ce cadeau, entre guillemets, réapparaisse au moment de la succession ? Bien justement non, on a vu qu'on ne le déclarait pas, s'il respectait les conditions qu'on évoquait tout à l'heure, tant sur le plan fiscal que sur le plan civil, c'est-à-dire qu'il n'est pas rapporté en termes d'égalité entre les enfants, et là encore dans la mesure où le cumul de tout ce que vous avez donné est en comparaison avec ce que vous avez donné à d'autres enfants ou petits-enfants. Si vous donnez toujours au même, et même si votre patrimoine est élevé, comme votre patrimoine est élevé, vos revenus sont élevés, vous aurez tendance à donner un peu plus, il est clair qu'à votre décès, sur 15 ou 20 ans, on viendra vous voir. Donc s'il n'y a pas d'abus, pas de sujet, s'il y a un abus, l'administration va veiller au grain. Bon, quelle solution pour aider ses proches sans pour autant, on a compris, faire une donation? Parce que c'est ça le sujet. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent, sur quoi on ne réfléchit pas souvent, mais quand les enfants s'installent, ils ont bien souvent besoin d'un logement. Et dans la mesure où des parents ont investi, parfois dans leur région, dans leur ville, pas toujours Paris évidemment, c'est le provincial qui vous parle et qui dit ça, eh bien on peut prêter, on peut mettre à disposition un bien, sans contrepartie, c'est-à-dire ce prêt sans contrepartie qu'on appelle un commodat, permet de loger vos enfants gratuitement. Alors, on va prévoir un contrat, c'est mieux, ça peut être un contrat sous seing privé ou par devant notaire, et puis on va demander à l'intéressé de prendre en charge quand même au moins les consommables, l'électricité, etc. etc. C'est une solution qui présente un double avantage, pas de transfert de patrimoine, utilisation par les intéressés, pendant une période donnée, hein, vous pouvez lui donner une période, c'est le cas si vous partez, vous absentez d'une ville mais que vous entendez revenir, vous pourrez prévoir que le jour où vous revenez chez vous, eh bien vous pouvez récupérer le bien, vous avez des conditions qui sont assez faciles. Donc j'expliquais aussi donc, prendre en charge un certain nombre de choses, et donc c'est assez simple, c'est pragmatique, c'est facile à faire, et c'est pas toujours réfléchi, c'est pas toujours utilisé. Bon, et si on souhaite aller, j'ai envie de dire, au-delà des petits cadeaux, mais sans aller trop loin non plus, qu'est-ce qu'on peut envisager? Jusqu'où peut-on ne pas aller trop loin? Exactement. On en parle évidemment sur cette antenne. Le don familial de somme d'argent, c'est la Sarcosette de 31 865 tous les 15 ans, qui peut être aussi donné à des petits-enfants. C'est quand même très utile, c'est facile. Là, il faudra le déclarer. Contrairement, il faut au présent d'usage, il faut que le bénéficiaire soit majeur et il faut que celui qui donne ait moins de 80 ans. Donc ça peut être cumulable également avec des cadeaux d'usage. Il y a une vigilance particulière à respecter en cas de donation plus classique? Alors, comme vous le savez, le principe c'est que normalement une donation passe devant notaire. Mais on peut aussi faire des dons manuels, et ces dons manuels peuvent être... alors, ils ont une particularité si on les fait simplement sans passer par notaire, on n'aura pas de donation partage, c'est-à-dire qu'on ne bloquera pas la valeur. C'est-à-dire que si vous donnez 100 000 plumes à l'un et 100 000 d'or à l'autre, il se peut que l'or fasse plus de valeur à terme que les 100 000 euros de plumes, c'est possible. Donc il faut savoir que la donation sous forme de don manuel n'est pas une donation partage. En revanche, vous pouvez faire des dons manuels, c'est assez rapide, c'est assez simple. En revanche, il faut les déclarer. Et il faut les déclarer le plus tôt possible, parce que vous n'avez pas d'obligation de les déclarer, mais si c'est rapporté à la succession, parce qu'un don manuel ne s'éteint pas, il est toujours rapporté à la succession de celui qui vous a donné, il se peut que les 100 000 qu'on a donnés sous forme de don manuel soient beaucoup plus élevés à terme, et coûtent beaucoup plus cher en termes de droits de succession cette fois-ci. Bon, et avant de se quitter, si on veut transmettre davantage après sa disparition, encore une fois, qu'est-ce que vous préconisez? L'assurance vie, c'est un outil assez modulable, puisque vous savez qu'on a le droit à 152 000 € d'exonération d'impôts pour les contrats qui sont alimentés quand on a moins de 70 ans. Ouais. Au-delà de 70 ans, c'est 30 500 €. Et là encore, il faut jouer non pas strictement sur l'entrée du bien, sur l'entrée du contrat, mais sur la sortie. Parce que vous pouvez... On a un souci qui n'est pas un souci, mais qui est l'allongement de la durée de vie. Donc vous pouvez parfaitement laisser de l'usufruit au conjoint survivant, et en plus il n'y aura pas donc de fiscalité du tout, puisque c'est entre conjoints, et puis donner de la nue propriété à vos petits-enfants, et vous pouvez même prévoir, c'est un peu plus compliqué, mais que l'usufruit de la génération 1 peut aller sur la génération 2, alors que la nue propriété sera déjà sur la génération 3. Donc ça, c'est aussi un sujet intéressant qui permet d'optimiser sa transmission. Allez, conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.